Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, seconde vidéo réaction à l'interview de la chaîne YouTube Agora de Sylvain Tiget et Philippe Béchade. J'avais déjà fait une première réaction de leur première partie d'interview que je remettrai juste ici. J'ai découpé l'interview parce qu'elle est relativement longue. Aussi, je pense que vous avez appris comme moi qu'on devait tous 50 000 balles à l'État, du nourrisson au grabataire. C'est notre cher Premier ministre, Monsieur Bayrou, qui nous a expliqué un petit peu par A plus B comment ça fonctionnait, à savoir que 3 300 milliards de dettes divisées par 68,4 millions de Français, bah, ça fait 50 000 balles par tête de pipe. Donc voilà, je crois qu'il a mis le RIB d'ailleurs d'allocution pour lui envoyer les 50 000 euros. Donc bon, moi je l'ai pas encore fait, je vais réfléchir, mais je pense que il faut le faire quand même, c'est bien, c'est pour sauver la France. Et ce sera la moindre des choses avec tout ce qu'on a reçu de la France. 50 000 balles, c'est pas cher payé, je trouve. Ah bon, bref, plus sérieusement. Pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Allez, on commence tout de suite avec cette seconde partie d'interview qui est croustille moelleuse. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai vécu un truc ce matin assez bizarre, vous me direz si vous l'avez constaté aussi chez vous dans vos villes, mais c'est un truc qui me fait un petit peu flipper. Je vous en dis pas plus et vous verrez à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec la réaction interview. Jusqu'où l'État peut-il aller pour se sauver? Entre fiscalité punitive, confiscation des patrimoines et ponction ciblée, quelle stratégie les gouvernements pourraient-ils déployer pour renflouer les caisses sans assumer l'échec de leur gestion? Faut-il s'attendre à des mesures inédites, voire extrêmes, pour éviter un effondrement? Est-ce que l'État peut aller plus loin dans l'alourdissement de la fiscalité? La réponse aujourd'hui, tout le monde dit non, hein, ça y est, notre Premier ministre, le ministre de l'économie, l'Élysée, Matignon, Bercy, tout le monde dit qu'on peut pas aller plus loin, qu'on est déjà à 57 de dépenses de la richesse produite. Donc c'est de la richesse qui nous est confisquée, ce qui veut dire que on travaille maintenant jusqu'à fin août, début septembre pour l'État, en réalité, et que ce qu'on arrive à mettre de côté, c'est ce qu'on va réussir à accumuler entre fin août et le 31 décembre, pour vous donner une image. Ouais, donc je fais une petite pause là. Il nous parle de 57% d'imposition. Enfin bref, donc c'est un chiffre c'est un nombre qui est assez récurrent et je voulais un peu voir ce que ça voulait dire. Donc ils nous disent que 57% d'imposition annuelle sur la richesse créée en France est souvent cité dans les débats économiques et politiques, mais il faut bien le décrypter. Ce n'est pas un taux d'imposition individuel ou direct sur les revenus ou la fortune d'une personne. Ce chiffre fait généralement référence à la pression fiscale globale ou au taux de prélèvement obligatoire rapporté à la richesse produite. Donc la richesse créée, c'est le produit intérieur brut. Les prélèvements obligatoires, c'est impôts sur le revenu, société, TVA, plus cotisation sociale, patronale et salariale. Donc en gros, tout ça mis bout à bout, ces prélèvements-là représentent à peu près 57% du produit intérieur brut. Encore une fois, cette imposition-là, alors c'est quelque chose qui est lissé sur l'ensemble des Français. Le type qui bosse pas, qui est au RSA et qui touche les APL, etc., etc. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je veux juste te dire que ce gars-là, c'est pas 57% qui va prendre, c'est beaucoup moins. À la rigueur, il va payer de la TVA sur ce qu'il consomme, mais il doit pas consommer énorme, donc c'est relativement limité. Ce qui veut dire que pour la personne active, en CDI, salarié, ou alors la personne indépendante à son compte, ou alors le chef d'entreprise, bah, c'est plus 57%, c'est bien au-delà, quoi. Et donc, tout en sachant que 57%, là, il parlait sur une année, mais si vous ramenez ça à une journée, bon, j'ai pris un 35 heures, hein. Donc, sur une semaine à 35 heures, où on bosse 7 heures par jour, eh ben, tout simplement, hein, vous prenez 57%, ça veut dire que le matin, vous bossez 4 heures pour l'État, et l'après-midi, vous bossez 3 heures pour vous, pour simplifier les choses. Bon, a priori, ça emmerde personne parce que tout le monde accepte ce système. Et même encore pire en fait pour les indépendants qui crachent au bassinet au-delà de 57%. Donc de là, ils considèrent qu'on peut pas, on est au taquet niveau fiscalité et qu'on peut pas bouger les curseurs à ce niveau-là, mais l'État est plein de ressources. Donc l'État nous dit, on ne peut pas alourdir davantage la fiscalité. Et pourtant, l'État, alors je dirais pas qu'il nous ment, mais une nouvelle fois, il nous roule dans la farine.
Parce que si l'État n'augmente plus la fiscalité, ces petites recettes de poche, les taxes sur les tabacs, les alcools, tout ce qu'on veut, les carburants, etc. Bon, là, ils disent qu'ils n'y touchent pas. Mais en France, il y a deux principaux aspirateurs de l'épargne des Français. Il y a donc effectivement Bercy, toutes les taxes, les impôts. Et puis, il y a la fiscalité locale. Et alors là, c'est un piège et dans lequel on est en train évidemment de s'enfoncer. C'est que lorsque l'État a versé tout ce qu'il doit au titre de ses dépenses régaliennes, donc police, armée, la santé, payer les fonctionnaires, bien sûr, les retraites et donc j'ai dit la santé, donc l'hôpital, etc. Quand il n'y a plus de sous, que tout est dépensé, ben il faut encore faire fonctionner les collectivités locales. Il faut entretenir les routes, il faut faire des ramassages scolaires, entretenir les écoles, venir en assistance aux personnes dépendantes. Tout ça, aujourd'hui, ça a été dévolu aux communes, aux communautés de communes, aux régions. Quand il n'y a plus d'argent en haut, à Paris, à Bercy, eh bien, aujourd'hui, c'est bien écrit, ce sont les départements, tous les régions, les communes qui doivent trouver les ressources pour continuer de fonctionner, d'entretenir les routes, etc. Et en plus de ça, eux, contrairement à l'État, ils peuvent pas aller tous les lundis matins avec l'étiquette France Trésor en disant Monsieur BlackRock, j'ai besoin de X, Monsieur Fonds souverain de Singapour, j'ai besoin de temps. Non, la région n'a pas le droit d'aller emprunter comme ça de l'argent. Elle doit se procurer ses ressources. Et là, ce sont les impôts locaux, ce sont les taxes d'enlèvement des ordures, je ne vais pas vous faire toute la liste. Et tout ça va exploser puisque l'État, il va continuer avec son train de vie et son obésité à payer tout ce qu'il fait. Mais les dotations pour la strate locale, elles, ces dotations sont en train de s'évaporer. Et il va donc falloir aller prendre de l'argent sous forme de taxes foncières. Il va y avoir bien sûr la hausse des droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire, mais en fait, on sait que c'est l'essentiel de ces frais, c'est l'État qui les perçoit. Donc, la fiscalité ne va plus augmenter, mais les ponctions, elles, vont continuer d'augmenter. Oui, bon, donc voilà, donc en gros, l'État s'engage à ne pas augmenter les impôts en apparence, soit, mais par contre, comme il explique bien, c'est que les budgets des communes, des départements, des régions, tout ce qui permet, voilà, aux villes de fonctionner, aux villages, les routes, enfin tout ce qui se gère au niveau local, et ben c'est ce qui ruisselle des excédents non dépensés par l'État. Comme l'État va continuer à se gaver parce qu'ils peuvent pas, ils veulent pas, hein, de toute façon ça n'a pas été énoncé dans le discours de Bayrou, c'est qu'on touche pas à la fonction publique, on touche pas, de toute façon ils vont pas toucher aux fonctionnaires, ils vont pas toucher à leur électorat, ils vont pas toucher à leur base, à leurs clients, c'est leurs clients, donc ils veulent pas avoir des clients mécontents, et s'ils veulent se faire réélire et continuer à jouer en politique, il faut pas les braquer. Donc voilà, donc ça, ce sera jamais remis en question. Par contre, voilà, donc tout ce qui est collectivité locale, il y a beaucoup moins de pognon qui va ruisseler vers ces dernières. Ces collectivités locales ont bien évidemment besoin de fonctionner, alors routes, hôpitaux, etc., etc. Et de là, donc moins de pognon venant de l'État, comment on fait? Il y a deux scénarios, soit on fait pas, donc détérioration des routes, détérioration du système au niveau de la santé, des hôpitaux, de toute façon on le voit déjà, hein, c'est déjà un petit peu ce qui se passe quand même. Enfin bref, détérioration des services pour le client final qui est le français. Donc ça, c'est pas terrible parce que à la base, le peuple va en pâtir de plein fouet, et c'est pas bon pour les élections, donc les clients vont être mécontents, donc faut pas trop fâcher l'électorat, en tout cas l'électorat qui est en grand nombre, donc tous les gens qui voilà, la masse, hein, le peuple. Donc comment on va faire pour financer ça?
eh ben on va répercuter et on va taxer, on va ponctionner beaucoup plus sur ces impôts locaux, comme il dit. Et ces impôts locaux, de quoi ils sont constitués? Je vous le donne en mille. Les collectivités territoriales, communes, départements, régions en France disposent de plusieurs sources de revenus propres, indépendamment des dotations et subventions de l'État. Bon, voilà, on a compris que ça allait être bien réduit, ce qui venait de l'État. Donc, numéro 1, la fiscalité locale, ressources fiscales propres. Donc c'est la première source de revenus des collectivités. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Taxes foncières, payées par les propriétaires de biens immobiliers et non bâtis. Cotisation foncière des entreprises, CFE. Impôt local payé par les entreprises. Ensuite, il y a une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, en cours de suppression progressive. Donc voilà. Autre composante de l'ex-taxe professionnelle. Donc encore une fois, les entreprises. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Bon, je vous explique pas ce que c'est, vous avez compris. Ensuite, on a les taxes liées aux activités économiques. Droit de mutation à titre onéreux, c'est tous les qui est frais de notaire quand il y a des ventes IMO. Donc ça, c'est pareil, ça ramène pas mal de pognon au département. Taxes sur les cartes grises, perçues par les régions, basées sur les immatriculations de véhicules. Et ensuite, revenus d'exploitation du domaine public, loyers, concessions, redevances, issus de la gestion du domaine public. D'ailleurs, ça me rappelle que quand, je sais plus quel couillon avait vendu les autoroutes à Vinci, là, bon, j'ai plus son nom en tête, vous me le mettrez en commentaire. De Villepin. Si je dis pas de conneries. Enfin bon, bref, ça, c'était un truc qui faisait du cash, on l'a vendu. Bah ouais, un actif, on le vend, nous on veut que des passifs. Enfin bref, tout ça, alors je sais pas, est-ce que vous avez trouvé le point commun entre tout ça? Vous avez 10 secondes. Le point commun, c'est que c'est les taxes foncières, qui payent des taxes foncières, ceux qui sont propriétaires. Donc voilà, pas tout le monde, mais bon, une certaine catégorie de personnes, vous m'avez compris. Cotisation foncière d'entreprise, donc CFE, qui paye les entrepreneurs. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Qu'est-ce qu'est une résidence secondaire? C'est plutôt les gens qui ont un peu d'argent, donc qui ont bossé. Donc vous me suivez. Les taxes liées aux activités économiques, droit de mutation, c'est les gens qui font des transactions immobilières. Encore une fois, c'est des gens qui ont un peu les moyens et qui ont bossé pour ça. On les taxe. Taxes sur les cartes grises, pareil. Toutes les grosses bagnoles, etc. Ils ont bossé, ils veulent se faire plaisir, ils se font allumer la gueule. Perso, j'ai une chiotte en voiture. Si vous voulez aller voir ma voiture, je mettrai la lien juste là. C'est une chiotte, mais je l'adore, ma voiture. Et si vous voulez gagner 1 million d'euros, je vous conseille d'acheter ce véhicule-là. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Bref, parenthèse refermée. Tous ces revenus pour les collectivités, elles viennent bien d'une même catégorie de personnes. Donc on voit bien que les deux scénarios pour les collectivités, c'est soit on fait plus rien, donc ça coûte moins cher, mais les gens sont pas contents, le peuple n'est pas content, mais c'est pas bon pour les élections, c'est pas bon pour se faire réélire, ou alors, encore une fois, on va foutre ça sur le dos des mecs qui bossent, des entreprises, parce que bon, de toute façon, ils sont là pour ça, c'est un peu la pute de l'État, donc pourquoi se priver, hein, ils ont déjà un petit peu mal au cul quand ils s'assoient, ils seront plus à ça après. Donc voilà, donc les collectivités vont être financées par les actifs, par les entreprises, et puis voilà, c'est normal, on change pas une équipe qui gagne, donc on continue comme ça. Et puis l'État peut encore faire une chose encore plus méprisable, c'est qu'ils peuvent très bien dire: je n'augmente pas les impôts, mais je diminue les pensions de retraite, je décide. Aujourd'hui, c'est une gestion paritaire, hein, le chômage. Mais je décide qu'aujourd'hui, le chômage, c'est moi qui l'administre de façon complètement souveraine. Et donc, voilà, on réduit les durées d'indemnisation, le montant des indemnisations, et on confisque les excédents qu'ont la plupart des caisses des cadres. Le fonds d'indemnisation des chômeurs des cadres est très excédentaire. C'est contrairement à d'autres régimes, mais celui-là est excédentaire. On peut encore un peu taper du pognon. Il y a quand même pas mal de cash qui a été cavé pour les retraites. Donc par rapport selon le système de Ponzi de l'État, hein, des retraites. Enfin, je pense que vous connaissez. Et a priori, Jacques a dit, l'État peut faire ce qu'il veut là-dessus et gérer le pognon comme il veut et mettre la main sur ses retraites. Donc de là à dire on a besoin de piocher dans la caisse, on pioche dans la caisse. Forcément, comme il y a moins de pognon, aux retraités, on leur dit écoutez, non, il faut soutenir la France, c'est difficile, c'est chaud, donc il va falloir que vous mettiez un billet, enfin en tout cas, il va falloir que vous preniez un billet en moins surtout. Donc on réduit de nouveau les retraites,
parce que voilà, ils ont pas besoin, les vieux, de toute façon, ils ont pas besoin de grand chose pour vivre. Tu leur files une compote de pommes, une télé, un Julien Lepers, ça suffit, quoi. Enfin bon, bref, c'est dégueulasse. Et puis on peut pousser le vice aussi. Donc il parle de la caisse des retraites des cadres, donc j'ai regardé par curiosité. Alors la caisse de retraite complémentaire des cadres en France, l'Agirc Arco, affiche une situation financière solide. En 2022, elle a enregistré un excédent de 5 milliards d'euros et disposait de 68 milliards d'euros de réserves, représentant environ 10 mois de prestations. Et il va en parler après. Ce qu'il dit, c'est que voilà, eux, ils ont du cash, parce que ça a été bien géré, et ils ont un an devant eux, au cas où ça part en slip, ils peuvent quand même continuer à payer les cadres qui ont cotisé sur cette caisse, voilà. Ces réserves, constituées principalement d'actifs financiers, sont destinées à garantir la pérennité du régime. Toutefois, des discussions ont émergé concernant l'utilisation de ces excédents pour financer d'autres régimes de retraite, ce qui suscite des débats sur la légitimité de telles mesures. Bah, tu m'étonnes. Les mecs, ils se créent un groupe, en fait, ils se disent, bon, on va investir, on va essayer de pas faire de la merde, on va tout se mettre au pot pour se faire une retraite. Ils bossent, ils triment toute leur vie, et que ce soit voilà, les cadres ou même les professions libérales, où il en parle après, hein. Ils se cassent le cul toute leur vie, ils cotisent tous les mois, ils se saignent un peu pour mettre un peu là-dessus en se disant, bah, au moins j'aurai une retraite agréable, enfin même normale, qu'on va dire. Et arrivé à la retraite, on dit, non, mais attendez, dans le pot de miel, nous, on va taper dedans aussi, parce qu'il y a des endroits où ça chie un peu dans la colle. Et puis même l'État, nous, on est en galère, donc on va venir taper dans votre caisse. Enfin, c'est du vol légal, sans problème. C'est royal, mais si, parce qu'ils sont bien avec la loi, ils ont regardé, ils ont lu la loi, c'est bon, on peut le faire. Enfin bref, c'est vive la France. Bah, restez en France, hein, si vous voulez. Moi, je me casse, hein, pour ceux qui savent pas, je pars après cet été. Et puis j'ai plein de commentaires, on me dit, ouais, faut rester, la France c'est trop bien, faut sauver la France et sauver le soldat Ryan. Ouais. Non, bah sans moi, désolé. J'en rigole, hein, j'en souris, mais je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, c'est nerveux. Parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais Il y a de l'argent également à piquer dans les fonds de retraite des notaires, des professions libérales, des avocats, etc. L'État peut aller mettre la main là-dessus. Donc, il va pas augmenter les taxes. Non, il va aller piquer le pognon qui est destiné à verser les pensions des futurs retraités. Donc, l'État peut aller nous faire les poches et il dira non, je vais pas augmenter les impôts. Ah non. Mais il va réduire les prestations et il va aller piquer le pognon qui aujourd'hui permet éventuellement d'être prêt au cas où il y aurait un petit souci. C'est ça, les réserves pour les compagnies d'assurance, pour les fonds de retraite. C'est de se dire, s'il y a une année qui va pas bien, au moins, on a de quoi faire face. Ben là, l'État va tout ratisser. Donc, l'État, il a pas fini, il a encore des capacités de nuisance terribles. Et puis, une fois, donc, qu'il aura désindexé les retraites, baissé les pensions, les indemnités chômage, déremboursé les médicaments, déremboursé les congés maladie, et qu'il y aura plus d'argent. ouais, donc voilà, donc bah ouais, ils vont taper dans toutes les caisses des retraites, en fait. Ils vont faire les poches des retraités qui ont bossé toute leur vie comme des oufs. Alors c'est même pas la question de cadre, profession libérale ou autre, hein, mais c'est sur le principe, quoi. C'est que l'État puisse aller servir au nom de leur incompétence, au nom de leur gestion désastreuse, au nom de leur conneries, au nom de leur... Et moi, ça me rendrait fou. Moi, je vois mon père qui est à la retraite maintenant, qui était profession libérale, et pas radiologue, pas spécialiste dans la médecine, hein, donc il gagnait sa vie, il méritait son salaire, il bossait beaucoup. Il gagnait correctement sa vie, mais il bossait beaucoup. Enfin, si je savais aujourd'hui, je recevais un mail ou un courrier de sa caisse de retraite lui disant, bah non, on va devoir réduire votre retraite de 25% parce que l'État tapait dedans, mais oh, mais je pèterais un plomb. Déjà que ça me fait péter un plomb là, mais Eh ben là, il peut encore dégainer. J'émets un grand emprunt de salut national. Nous allons nous relancer grâce à ce grand emprunt. Alors que les 1000 milliards supplémentaires que la France emprunte depuis 2017, ça nous a jamais relancé d'aucune façon. Ce sont les mêmes qui nous ont ruinés, qui vont nous dire, je lance un grand emprunt que je vais donc administrer, je vais le gérer et je vous garantis qu'on va se relancer. Bon, ça servira simplement à reboucher les trous une fois de plus, mais l'État a encore cette possibilité de dire,
vous devez participer à ce grand emprunt. Alors le dernier remonte à la grande sécheresse de 76, si je me souviens bien, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, c'est de dire aux Français, bah voilà, on n'a pas le choix, euh, vous nous avancez cet argent ou on vous applique des pénalités. Enfin, de toute façon, ils trouveront un moyen de coercition. L'État est très très fort pour ça. Et voilà, fini Chamboté, donc il parle notamment du surendettement de la France, des 1000 milliards en fait qu'on a emprunté depuis 2017, en plus de ce qu'on avait déjà emprunté, pour finalement produire avec ces 1000 milliards 550 milliards de richesses, donc en gros une perte de 450 milliards dilapidés. Très concrètement, c'est un peu le cousin de la famille qui aime bien aller au casino, alcoolique et qui a tendance à cramer sa thune, qui demande qui demande à nouveau du pognon quoi en fait. Depuis 2017 on lui a filé 1000 milliards. Il a cramé, bon heureusement il a pas tout cramé, mais il a cramé une grosse partie au casino parce qu'il fait de la merde, parce que gestion niveau -12. Et donc il lui reste, il a réussi à gagner que 550 avec 1000 milliards. Et il revient nous voir en disant «Ah non, mais là t'inquiète, je vais me refaire, prêtez-moi encore». Et on va lancer un grand emprunt national, tout ça sous couvert de «faut être patriote, faut sauver la France». Putain, mais allez vous faire foutre. Pardon hein, pour la vulgarité, mais c'est ce qu'il faut là, il mérite pas mieux. Et donc il parle notamment d'un grand emprunt qui a été fait en 76, un emprunt sécheresse. Donc pareil, je suis allé voir un petit peu le but de ces vidéos-là, c'est de vulgariser un petit peu, parce que moi je suis pas économiste, je suis pas calé là-dedans, mais au fur et à mesure, j'apprends des choses grâce à ces vidéos, grâce à vous dans les commentaires. D'ailleurs, merci pour ça. Et le but, c'est à mon humble niveau, d'essayer de comprendre un peu tous ensemble au fur et à mesure, en essayant de faire en sorte que ce soit un peu fun, même si le sujet est pas super fun. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 76 ? Alors, en l'été 76, un des étés les plus chauds et secs du XXe siècle, donc des énormes pertes agricoles. Pour venir en aide aux agriculteurs, l'État décide de lancer un grand emprunt national. Donc en fait, il faut toujours trouver un prétexte. En l'occurrence, là, pour le coup, voilà, il y a vraiment une vraie galère. L'État décide de lancer un grand emprunt national afin de financer les aides d'urgence aux agriculteurs. Alors, c'est Raymond Barre, qui est ministre de l'économie à l'époque, qui propose ça. Montant levé 6 milliards de francs. Alors, le produit est vendu aux Français sous forme de bons à taux fixe, appelés bons de solidarité sécheresse. Bon, ce serait un peu comme des obligations d'État, en fait. Les particuliers et entreprises ont souscrit à ces bons, et ils ont été motivés par l'idée de solidarité nationale. Donc ça, là, c'est ce qu'ils pourraient nous revendre à nouveau. Mais bon, plus ça, je serais curieux de voir si ça fonctionnerait. Était-ce rentable ? Le taux proposé à l'époque était correct, autour de 8 à 9% brut, selon les tranches. Donc sur le court terme, ça pouvait sembler hyper attractif, donc c'est là qu'elle est belle la carotte. Dans un contexte d'appel au patriotisme et d'investissement sûr. Mais, attention parce qu'il y a un mais, quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème. Plusieurs facteurs ont limité la rentabilité réelle. Eh ben, tu m'étonnes. En fait, ils prenaient du 8-9% brut par an, mais, à l'époque, inflation très élevée. Jusqu'à 10-11% certains mois. Donc en gros, ils ont pris autant d'inflation que la renta du bon. Résultat, le rendement réel corrigé de l'inflation était souvent négatif. Se perd. Fiscalité, les intérêts étaient soumis à l'impôt, sauf pour les livrets défiscalisés. Cela rognait encore un peu plus la rentabilité. Ok, super. Marché financier peu dynamique à l'époque, peu d'alternatives, mais peu de possibilités de revente ou d'arbitrage non plus. Donc en fait, t'achetais ton truc, t'étais baisé, tu l'avais sur les bras et tu pouvais plus le revendre. Donc en verdict, ils disent que c'était pas une arnaque ni un échec cuisant, c'est juste que les gens ils ont mis du pognon, ils ont renfloué l'agriculture à gain zéro voire à gain négatif. Donc à perte, à gain négatif. En revanche, cela a permis à l'État de répondre rapidement à la crise, l'État sauveur. Donc c'était utile sur le plan social. Bon, peut-être qu'ils nous revendront la même histoire cette fois-ci. Hein. Donc en résumé, le grand emprunt de 76 n'a pas été profitable pour les souscripteurs sur le plan financier, surtout à cause de l'inflation. Mais il a rempli son rôle de soutien à l'agriculture en crise. Donc bravo à ceux qui ont perdu du pognon. Mais encore une fois, la cause, elle était, bon voilà, c'était une cause climatique, à la rigueur, on peut leur dire, bon bah,
c'est pas sorti du chapeau. Là, la cause, c'est que l'État est endetté. Pourquoi? Parce qu'il fait de la merde, donc ils sont directement responsables. Donc pourquoi éponger leurs conneries? Donc voilà, c'était la petite analyse de cette seconde partie d'interview. Pour ce qui est de l'anecdote dont je vous parlais en début de vidéo, c'est que le ressenti de la crise, en fait, j'ai pas la télé, donc je sais pas trop ce qui se passe. Enfin, si, je le sais par internet, mais tout ce qui est très mainstream, je vois pas passer, très honnêtement. Et anecdote, ce matin, je me rends chez mon médecin généraliste, et à la fin de la consultation, je vais pour le payer en carte bleue, comme d'hab, carte vitale, carte bleue. Et là, il me dit: «Non, non, je prends plus la carte bleue». «Ah bon?» «Non, non, je prends plus la carte bleue». «OK». Bah, j'avais pas de chéquier, j'utilise plus les chèques. Donc en cash, bon, manque de bol, j'avais payé un truc, j'ai plus de cash. Enfin bref, il se fait payer que en cash. Ça me paraît bizarre quand même, en ces temps incertains d'économie qui part en slip, le médecin se fait payer en cash. Pourquoi pas? Je vais ensuite du coup tirer du cash à la tirette, et à la tirette, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, j'ai créé un TikTok, j'ai la vidéo sur la tirette où je débloque parce que je me dis: «Merde, la tirette où je vais d'habitude, où je tire, quand même, assez souvent, où j'ai jamais aucun problème, pour tirer de l'argent, mon compte est approvisionné et cetera». Et là, je mets la carte, je demande mon montant, pour le coup c'était 300 balles, et ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Je me dis: «Putain, ouais, la machine elle va commencer à fumer, elle va exploser là», ça faisait 2-3 minutes que ça moulinait. Putain, ça fait 10 minutes que j'attends, il y a plus de sous dans les tirettes, les gens. Ah putain. Et ouais, c'est la fin, c'est la crise en France, on est dans la merde. Ça c'est pour vous dire, barrez-vous de la France sur le ticket. Là, c'est dingue ça. Retirez votre cash. Et en plus, ils nous remercient. Et là, votre banque ne peut honorer l'opération, je sais pas quoi, enfin bon, bref, il y a pas de billet aujourd'hui, quoi. Revenez demain, il y a plus de billets. Donc je reprends ma carte, je réessaye une deuxième fois, négatif. Une troisième fois, c'était au bout de la troisième fois, je réussis à tirer, donc je veux retirer de nouveau 300 balles, et là, pareil, négatif, négatif, négatif. Il y avait une queue derrière moi, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui venaient de tirer de l'argent. Je me suis dit: «C'est quoi, c'est la fin du monde, c'est demain?» Enfin bref, et un peu après, j'attends et je discute avec un gars qui me dit, «Ah bah là, ça commence à déconner pour tirer du pognon, moi, ce que je fais là depuis plusieurs semaines, chaque semaine, je tire 1 000 €». C'était un monsieur qui devait être retraité, je pense. Il a encore ses parents, parce qu'il me disait qu'il tirait 1 000 € chaque semaine pour lui, et il avait la carte de ses parents, il tirait aussi 1 000 € pour ses parents. Donc il sort du cash, le gars, depuis plusieurs semaines, à raison de 1 000 balles par semaine, parce que showtime, quoi. Et j'étais surpris. Alors, je sais pas s'ils en parlent dans les médias mainstream, vous me direz en commentaire, mais donc il tirait sa thune, et il me disait aussi que, a priori, en Suisse, il y avait une explosion d'ouverture de comptes suisses de la part de Français, et que, à tel point qu'ils avaient commencé à refuser les ouvertures de comptes parce que c'est devenu un peu ingérable. Pareil, je sais pas, j'ai pas vu passer ça parce que j'ai pas la télé. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ça. Mais tout ça pour dire que, bah, il y a ce matin, je suis rentré chez moi là, après avoir été chez le médecin, et tenté de tirer de l'argent, vraiment en ayant un petit goût de merde dans la bouche, quoi, un petit goût de flippante, de me dire: «C'est bizarre quand même, c'est bizarre que le médecin il prenne que du cash, la tirette, il y a plus de cash dans la machine, les gens ils font la queue pour tirer un max, les comptes en Suisse, ouverture de comptes en Suisse explosent, de la part des Français». Enfin, je sais pas, j'ai eu un petit moment de flottement. Et j'ai commencé à me dire que, ouais, c'est peut-être le moment de tirer du cash, ou d'envoyer, du moins, son pognon à l'étranger, avant qu'il soit trop tard. C'est tout pour moi pour ce soir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une super soirée, et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.